Bonjour à tous, nous sommes à Accra. La capitale ghanéenne a été choisie par la Banque africaine de développement cette année pour y tenir ses assemblées générales. Et en 2022, c'est l'environnement qui est au cœur des débats. Nous allons justement nous y intéresser. L'invasion des criquets pèlerins, l'érosion, la sécheresse, le manque d'eau, autant de fléaux qui menacent déjà le continent. Dans ce numéro, grâce au reportage de nos correspondants et à nos invités, nous allons d'abord dresser un bilan de la situation et puis nous allons tenter de comprendre comment l'Afrique va continuer à se développer tout en tenant compte de ses donnes environnementales. Nous sommes à proximité d'un des projets les plus emblématiques de cette Afrique qui se développe et qui s'adapte à l'environnement. Il s'agit de l'échangeur géant de Poukwassi. Financé par la Banque africaine de développement, cette infrastructure routière a pour objectif d'augmenter la productivité de la capitale ghanéenne tout en réduisant la pollution et la pollution de l'air. Pour en parler, nous sommes avec notre invitée, Sheila Achila. Elle est ingénieure chargée des infrastructures routières à la Banque africaine de développement. Merci beaucoup d'être avec nous ici pour parler de ce projet. Bonjour. Tout d'abord, pouvez-vous nous décrire ce projet? C'est un échangeur à 4 niveaux, une voie centrale, 2 boucles et une bretelle surplombante. Il y a aussi cette forêt sacrée que l'on a protégée, une source d'eau pour les riverains. Nous avons aussi prévu des tranchées d'évacuation pour éviter des inondations dans cette zone. On récupère l'eau stagnante pour évacuer vers la rivière avoisinante, qui est une rivière sacrée. Donc ce projet réduit les émissions de CO2 dans la zone et réduit les temps de trajet. Avant, il y avait des bouchons de plusieurs kilomètres. Maintenant, ça ne prend que quelques minutes pour traverser la zone. Ça réduit les coûts d'entretien des voitures car la route est en bon état et ça a vraiment boosté l'activité économique de la zone. Comment ce projet s'est adapté à l'environnement? L'accès à la zone était très difficile et cette zone devait s'ouvrir au développement. Donc, quand le projet d'échangeur de Poukwassi a commencé, on a tenu compte de l'environnement, dont la forêt sacrée qu'il fallait préserver, et on a fait en sorte que les plans de l'autoroute s'adaptent à l'environnement tout en l'améliorant. Qu'est-ce que ce projet a changé concrètement dans la vie des gens ici au Ghana? Si vous aviez vu cet endroit avant, vous vous rendriez compte que toute la zone a été bouleversée. Les habitations ont pris de la valeur parce que l'endroit est plus facilement accessible. Les accidents ont diminué. Les gens peuvent se rendre dans le quartier d'affaires en quelques minutes au lieu de rester coincés dans les bouchons pendant des heures. Les élèves sont à l'heure à l'école. Cette route relie Accra au nord du Ghana et ça permet de transporter les marchandises vers le nord du pays. Merci beaucoup Sheila Achila, donc chargée des infrastructures routières à la Banque africaine de développement. Merci infiniment. Pour réduire la pollution, il y a d'autres moyens. Et le Rwanda, un pays qui est devenu un modèle sur le continent en matière environnementale, a opté pour l'électrique. Mais le pays qui a déclaré la guerre au sac plastique depuis plus de 14 ans a décidé là aussi de poursuivre sur sa lancée. Reportage de notre correspondant à Kigali, Simon Wolfhard. Le Rwanda a pour objectif de devenir plus vert. Les autorités encouragent les chauffeurs de taxi à passer à l'électrique. Régis a franchi le pas il y a quelques mois. Le fait que cette moto est moins polluante m'a motivé à en avoir une. Mais l'intérêt est aussi économique. Je gagne aussi beaucoup plus d'argent, je dépense moins pour les réparations qu'avec une moto essence et maintenant l'électricité est moins chère que le carburant. Le gouvernement souhaite que 30% des mototaxis passent à l'électrique d'ici 2030.
Mais le chemin est encore long. Aujourd'hui, moins d'1 millier de véhicules sont dotés d'une batterie sur un parc de 26 000 de roues. Pour les déchets, le défi est tout aussi important. En 2019, le pays a interdit les plastiques à usage unique, une loi pas encore totalement appliquée. Ces bouteilles en plastique qui sont bannies par la loi, et le pays a accepté que si on peut trouver d'alternatives de récupération et de recyclage, on peut laisser utiliser ces bouteilles. Pour l'instant, l'entreprise compresse ces bouteilles pour les stocker en attendant de trouver des débouchés économiques pour ce produit. Le Rwanda s'affiche en tout cas comme un pionnier sur le sujet à l'international. Cette année, le pays a apporté une résolution à l'ONU avec le Pérou sur la pollution plastique. Lorsque vous avez une telle loi, il ne s'agit pas seulement de lutter contre la pollution. Elle a aussi pour but de trouver des solutions alternatives, de réfléchir aux technologies qui doivent être mises en place. Enfin, elle s'attaque également au financement nécessaire pour que les pays mettent en œuvre ce type d'instruments. Le Rwanda a pour objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 38% d'ici à 2030. Chibeze Ezekiel est notre invité dans cette émission spéciale. Vous êtes activiste ghanéen et lauréat du prix Goldman pour l'environnement. Merci beaucoup d'être ici avec nous. On l'a vu dans le reportage précédent, certains optent pour l'électrique pour combattre contre la pollution de l'air. Vous avez mené une autre bataille et vous l'avez remportée, une bataille contre le charbon. Je suis un activiste pour le climat, défenseur des énergies vertes. En 2016, le gouvernement du Ghana a proposé de construire une usine de charbon pour résoudre notre crise énergétique et créer des emplois pour les jeunes. Mais nous pensons que ce ne sont pas de bons arguments et que ce type de projet n'est pas souhaitable à cause des émissions des usines de charbon et de leurs conséquences sur la santé des riverains. Nous pensons qu'il est préférable d'investir dans les énergies renouvelables plutôt que dans le charbon. C'est pour cela que nous avons milité contre le projet d'usine à charbon et le gouvernement nous a écoutés. Ce n'était pas si difficile. On avait établi un plan. La première étape, c'était la stratégie dite du sous-marin. On n'a pas fait de campagne publique, pas de manifestation. On a fait des recherches et posé des questions. On est allé voir les communautés locales, on a parlé à leurs chefs, aux anciens, aux groupes de femmes, pour obtenir leur soutien. On s'est aussi tourné vers des ONG d'autres pays d'Afrique pour avoir assez d'informations, pour étayer nos arguments et ne pas être dans l'émotion. Restez avec nous, je vous emmène à présent à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Avec ses 15 millions d'habitants, la capitale congolaise est la 3e plus grande ville d'Afrique. Elle produit près de 10 000 tonnes de déchets par jour. Moins de 10% de ces déchets sont recyclés ou triés. Et ces déchets finissent systématiquement déversés dans les cours d'eau et le fleuve Congo. Il y a très peu d'études scientifiques qui mesurent l'étendue de la pollution de ces eaux, mais des chercheurs congolais se battent chaque jour pour alerter l'opinion publique. Reportage de Clément Bonnereau et Juliette Dubois. Pour le professeur Céline Paulet, spécialiste des rivières à Kinshasa, les descentes sur le terrain sont toujours un spectacle affligeant. Vous voyez tout ce canal-là, c'est en fait le canal qui a amené les matières fécales. Ça débouche vers le fleuve directement. L'exutoire, c'est le fleuve Congo. À travers la ville, ces mêmes scènes, déchets organiques, plastiques et industriels envahissent les cours d'eau. L'équipe de chimistes effectue régulièrement des mesures pour déterminer l'impact de cette pollution sur l'environnement. Là, nous sommes en train de suivre l'oxygène. Vous voyez, ça baisse très vite. Dans les concentrations inférieures à 1, ça veut dire qu'il y a une asphyxie pratiquement. Il n'y aura pas moyen que les poissons puissent vivre ici. Une catastrophe écologique qui présente aussi des risques pour la santé. À l'université de Kinshasa, des analyses plus poussées ont révélé la présence de substances dangereuses dans les rivières. Des bactéries responsables de maladies, des antibiotiques et même des métaux lourds comme le plomb et le mercure. Certaines se retrouvent même dans l'eau consommée par les Kinois, comme l'a montré une étude publiée en novembre.
Nous essayons d'alerter davantage, de faire des sensibilisations pour que les populations comprennent que leurs activités impactent sur la santé publique. La ville de Kinshasa dit vouloir faire de l'assainissement sa priorité. Une usine de recyclage des déchets plastiques d'une capacité de 50 tonnes par jour a été inaugurée en avril. Et une station d'épuration des eaux usées devrait ouvrir ses portes dans les prochains mois. Nous mettons justement l'accélérateur sur la construction de ces centres d'épuration d'eau. Je pense qu'en été d'ailleurs, on va finir la première en tout cas phase. Ce site peut être opérationnel. Je suis convaincu qu'à partir du moment où nous voyons ces déchets comme une matière première, comme une ressource, la ville va se nettoyer par elle-même et ce sera automatique. Environ 10 000 tonnes de déchets sont produits chaque jour à Kinshasa. Moins de 10% sont ramassés par la ville. Chibézi, vous-même, vous êtes un activiste. Vous avez mené des combats et on s'est rendu compte que les petits combats sont aussi importants que les grands. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les gens doivent s'impliquer parce que ça les concerne directement. Ça concerne leur propre santé. Quand on sensibilise les populations et qu'on les pousse à participer, elles se mobilisent. Les riverains vont ramasser les déchets sur la plage et ainsi contribuer à éviter des maladies comme le paludisme et le choléra. Donc oui, ces initiatives sont très importantes. Merci beaucoup, Chibézi Ezekiel. En tout cas, vous le prouvez, vous, que ces initiatives, ces petites initiatives peuvent devenir importantes pour l'environnement. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Comme vous le voyez, nous nous trouvons près des côtes ghanéennes, ces belles côtes qui sont de plus en plus menacées par l'érosion. Selon l'UNESCO, 37% de ces terres côtières orientales du Ghana ont été perdues à cause de ce phénomène. Au Sénégal, c'est la mangrove qui est menacée. Selon l'ONU, 40% de cette mangrove a déjà disparu en raison de la sécheresse et de la déforestation. Les autorités sénégalaises ont décidé de lancer un projet en mettant à contribution des femmes cueilleuses d'huîtres. Reportage de Sarah Sako et Limandao. Sur un îlot au cœur de la mangrove, ces villageois installent des guirlandes à huîtres. Des collecteurs qui vont permettre de recueillir les naissains, ces larves qui circulent en abondance dans les eaux saumâtres. Le travail est rude, mais plus lucratif que la simple cueillette pratiquée traditionnellement dans la région. Quand on recueille les huîtres, on les vend au marché. L'argent récolté me permet d'aider mon mari dans les dépenses quotidiennes et d'acheter aussi des fournitures scolaires pour mes enfants. Ce projet est vraiment très avantageux pour nous les femmes. Quelques 200 ostréicultrices ont ainsi été formées dans la région en 3 ans par le FIDA, le Fonds international de développement agricole. Grâce à cette reconversion, les femmes n'abîment plus la mangrove en coupant les racines des palétuviers où se fixent les huîtres sauvages. Mamadou Baroum coordonne l'initiative. On empêche les gens à rentrer dans la mangrove pour couper en mettant des barrières. Donc ces enclos servent à fermer l'accès aux racines HS, mais en même temps en proposant une alternative. Deuxièmement, vous voyez les perches que nous utilisons, c'est de l'eucalyptus. Il entre dans le cadre du processus de conservation. Dans le Sine Saloum, c'est l'essentiel de la population qui vit des ressources de la mangrove. Cette surexploitation, mais également la baisse de la pluviométrie et la montée du niveau de la mer sont autant de dangers pour ces zones humides. Pour les préserver, il faut donc replanter. Sur 5 hectares, les villageoises reboisent les arbres disparus. L'enjeu est de taille, selon cet expert. Dès que vous supprimez maintenant ce tampon, ça veut dire que les eaux également vont aller directement vers le continent et vont saliniser les terres agricoles. Ça va augmenter la pauvreté, la faim. Selon un rapport des Nations Unies, la mangrove est détruite jusqu'à 5 fois plus rapidement qu'une forêt traditionnelle. Alors pour protéger cet écosystème extrêmement fragile, les initiatives se multiplient ici au Sénégal, dans le delta du Saloum, mais également au sud du pays, dans le grand delta de la Casamance. Voilà, c'est la fin de cette émission spéciale environnement tournée au Ghana. Merci à notre chef d'édition Célia Caracena. Merci à toute l'équipe qui a contribué à tourner cette émission spéciale. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.